marché virtuel. Donc, de même, au niveau de la finance, il y a un marché de conclusion des transactions. De quelles transactions? C'est des titres financiers qu'on échange. Une action, une obligation, etc. Bon, de ce fait, si j'ai besoin de 200 millions de gouttes, il y a une possibilité d'emprunter ce montant à un autre agent, soit physiquement, soit virtuel. C'est-à-dire, je peux faire une demande à travers une plateforme en ligne ou je peux aller directement dans un bureau ou autre ou rencontrer une personne et pour faire la transaction. Là, de préférence, on est dans un marché beaucoup plus physique que virtuel. Mais avec la technologie ou encore avec l'arrivée de la nouvelle technologie ou encore les nouvelles technologies, donc il y a une possibilité de faire des transactions en ligne ou encore à travers les plateformes. Et c'est pour cela que les échanges financiers, les échanges financiers peuvent être faits à travers des plateformes en ligne en quelque sorte. Dans ce cas, là, c'est un marché de en général. Donc, en d'autres termes, on dit qu'un marché financier est un lieu physique ou virtuel où les acteurs du marché, à savoir les acheteurs ou encore les vendeurs de titres, se rencontrent pour négocier des produits financiers. Quand on dit négocier, ça veut dire c'est échanger entre eux. Il permet de financer l'économie, ça veut dire à travers les marchés. Donc, c'est possible de faire un emprunt pour financer nos opérations, que ce soit opération d'achat, d'achat d'un bien ou d'un service pour le ménage, que ce soit une transaction pour que nous financer une opération ou entreprise. Et tout en permettant aux investisseurs de placer leur argent. Ça veut dire quoi? C'est que les investisseurs eux-mêmes sont vraiment des gens qui ont un surplus de fonds, qui savent souhaiter faire, ils souhaitent placer l'argent. Placer, ça veut dire c'est prêter avec l'autre monde. Donc, ça veut dire que ce soit placer à la banque, ça veut dire prêter banque là comme là, ou bien ça peut arriver que prêter un individu en sous format de obligation en quelque sorte. C'est ça au marché en termes de définition. Mais qui ça marché financier vraiment symbolisé? Pour qui ça est là? C'est que le marché financier, généralement, il permet de satisfaire, en fait, permet aux agents économiques de satisfaire leurs besoins de financement. Donc, Fénélon, besoin de 50 000 gouttes pour que les acheter des fournitures de bureau pour entreprise, elle pas gagner assez de moyens, quand même aller directement sur le marché financier et puis le prêter 50 000 gouttes bon ménager, qui lui-même ont surplus de fonds. C'est quoi le marché là? C'est juste faciliter la rencontre, ça, en fait. C'est l'espace de rencontre. Notre institution financière a joué un rôle intermédiaire lui-même entre l'agent, mais le marché a lui-même juste là pour faciliter la rencontre, là, comme un espace qui structuré. L'aime déstructurer, ça veut dire son bagage qui gagne un ensemble de règles, un ensemble de principes, en quelque sorte. Autre que les agents, mais il y a un ensemble de principes, un ensemble de règles qui régit toute transaction qu'a faite sur espace-là, en quelque sorte. On dit aussi que les marchés, les entreprises, l'État et les collectivités, considérées comme les agents économiques, procèdent à des émissions d'actions encore d'obligations. Émission, émettre, ça veut dire ce sont des agents économiques qui nécessitent de fonds pour financer leurs opérations et décider d'émettre en action ou en obligation. Par exemple, si nous prenons Mégane, qui est une entreprise, donc, les souhaités fonds d'investissement de 200 000 gouttes, mais il gagne seulement 50 000 gouttes. Donc, il a besoin de 150 000 gouttes de plus pour financer l'opération. Dans ce cas, il est capable d'aller dans le marché financier côté que il dit que la bonne action et Agénor qui tendait que la bonne action, donc Agénor achète une action pour 25 000 gouttes, Fénélon achète une action pour 25 000 gouttes, et, euh, et Caroline achète une action pour 25 000 gouttes, et Maza achète une action pour 25 000 gouttes, etc. François achète une action. Et automatiquement, chaque monde qui achète action, ça devient un copropriétaire dans l'entreprise puisque vous investir l'argent dans l'entreprise. Donc, on a achat action, ça vient faciliter que
Megan lui-même, il collectait 150 000 gouttes de moins que le pas gagné. Et automatiquement, l'entreprise a lancé parce que le marché a facilité quelque part les ventes des actions pour capable financer l'opération entreprise. Donc là, c'est le marché financier. Les cas d'obligation, l'obligation, c'est que Ageno qui décide d'acheter pour 25 000 gouttes, ça, c'est pas un copropriétaire de l'entreprise. Obligation différente des actions. Une action, c'est un titre de propriété, ça veut dire moi qui ai acheté l'action, de ce fait, nous venons copropriétaire de l'entreprise, nous sommes maîtres tout. C'est-à-dire, Ageno achetons action dans l'entreprise Megan, automatiquement, Ageno sont copropriétaires. Ça veut dire qu'ils sont investisseurs ou encore dans la gage et juridique, là, tu as dit, ils sont associés de l'entreprise. OK? Mais si c'est une obligation, c'est autre chose. L'obligation, vous n'êtes pas copropriétaire ou associé ou autre, mais de préférence où son monde qui prêter l'entreprise de l'argent pour que l'investisse. Dans ce cas, l'entreprise a gagné pour le bas ou un intérêt sur l'argent qu'on prête là. Donc, Ageno prêté 25 000 gouttes avec Megan. À la fin de la durée, Megan devrait rembourser les 25 000 gouttes plus l'intérêt accumulé. OK? Mais si c'est une action, là, il n'y a pas vraiment un intérêt à payer. Ma préférence, c'est que vous devriez payer seulement si il y a profit, c'est un dividende. Le dividende là, c'est parti dans le bénéfice qui peut être réservé avec associé. Donc, on a pour un dividende à Ageno, il faut que l'entreprise a fait profit. S'il n'y a pas de profit, ou pas gagner de dividende. S'il y a perte, ça perd dans le capital qu'on a investi parce que l'entreprise en soi, si il y a perte, la perdue, on peut se dire dans sa gain comme patrimoine, comme actif. Mais si c'est une obligation, quelle que soit la situation, Megan aura toujours à payer les 27 000 gouttes à Ageno ainsi que l'intérêt accumulé, encore généré par ce montant. Tu vois la différence? Est-ce que c'est clair? C'est clair? Donc, en résumé, une action, c'est un titre de propriété ou encore de fonds propres et le revenu d'une action s'appelle dividende. Mais une obligation elle-même n'est pas un titre de propriété ou encore un titre de fonds propres, mais c'est un titre de dette ou encore de créance. Et le revenu d'une action s'appelle intérêt. C'est ça la différence qui existe entre les deux. OK? Action, fonds propres ou encore fonds propres ou encore titre de propriété. Et le revenu d'une action, c'est dividende, mais l'obligation elle-même, c'est un titre de créance ou de dette. Et le revenu d'une action, c'est plutôt intérêt. Là, ça veut dire quoi? C'est que si mon action, nous venons en propriétaire, ça fait le titre de propriété. Il y a mon droit pour nous mettre. Et comme que m'a fait sous les dividendes, et dividende ça lui-même, il n'est pas fixe, il est variable. Ça veut dire qu'il dépend de la situation entreprise là. Si il y a pète, donc il n'y a pas de dividende. Si ça arrive que l'entreprise a atteint, ça arrive au niveau de prix mort, ça, il n'y a pas de pète, il n'y a pas de profit, donc le dividende là, il est à zéro automatique. Donc il n'y a pas de dividende. Mais si l'entreprise a dégagé un profit ou encore un bénéfice, automatiquement, donc il faut prendre un dividende. Et dans le cadre d'une obligation, quelle que soit la situation dans l'entreprise, m'a toujours gagné intérêt. Ou a besoin qu'on ait, si tout vous a fait pète, qui fait faillite, oui, ou déclarer faillite, mais
il y a bon petit temps qu'on est là pour venir payer un moratoire, on appelle ça, dans le langage financier. Pour venir payer l'intérêt là après, même si ça va prendre plus de temps. Mais il faut payer, quelle que soit la situation. OK? Mais cependant, dans le cadre d'une action, on partage le risque. Ça veut dire les deux propriétaires ou encore les propriétaires partagent le risque ensemble. Mais dans le cas d'une obligation, il n'y a pas de partage de risque. Donc, c'est comme si tu as la banque pour prêter 50 000 gouttes. Comme on va à la banque pour prêter 50 000 gouttes, vous prêtez la même. Et vous dites, on va 5% chaque mois. Pas bien qu'on est, si c'est maman va le frapper sur papa, ou bien si son blanc, on va frapper son haïtien, ou son haïtien, on va frapper son blanc. Ah, ça, pas besoin qu'on ait, c'est bon l'argent. OK? Donc, de ce fait, c'est le marché financier. Ça. Il permet que nous échanger titres ça. Il y a quelques actions ça au fait. OK? L'émission de ces titres financiers se fait sur un marché qu'on appelle le marché primaire. Donc, généralement, quand on dit marché primaire, c'est que son espace qui permet que transactions faites pour la première fois. Ça veut dire quoi? Donc, le gars va lancer une entreprise et décide de dire la bonne action, décide d'acheter une action dans une entreprise Mégane. Par contre, c'est Mégane. Mégane, est-ce qu'on est sérieuse? Gâche l'action quand même? Faut dire. Et puis, marché action en entreprise Mégane pour 50 000 gouttes. Automatiquement, nous copropriétaire, participer dans le capital entreprise, dans la formation capital entreprise. Et maintenant, quand l'entreprise a commencé à fonctionner, l'entreprise a pris le client, l'entreprise a commencé à connu, ça a marché très bien. Et puis, de mon côté, je dis, bon, décide de prendre l'action là. Hein. Donc, là, d'abord, acheté l'âge de 50 000 gouttes, mais en termes de valeur aujourd'hui, par rapport à l'inflation, également, l'entreprise qui prend valeur avec le temps, l'entreprise a marché très bien. Il dit qu'on a 20 actions par an à 100 000 gouttes. Et puis, me dit, nous décidons de vendre à nos actions. Parce que n'oubliez pas, une action, c'est un titre qui est capable de transférer, négociable et transférable. Ça veut dire que ça, c'est qu'il est capable de passer de un monde à un autre monde. Il décide de vendre à Génol ou bien il décide de vendre François. Ça a passé qu'on a dans ce cas-ci, c'est que puisque on revend action, ça n'est pas fait sur le marché primaire, mais en fait sur l'autre marché qu'on appelle le marché secondaire. Donc, marché primaire, c'est lorsque le titre a été échangé pour une première fois, mais sous secondaire, c'est si seulement ce titre-là a été échangé déjà, il est rééchangé pour une énième fois sur l'autre marché. Donc, là, ça me parle du marché secondaire. OK? Par exemple, on dit à l'occasion d'une introduction en bourse, ça veut dire en bourse, ça, c'est le marché financier, d'une augmentation de capital ou encore diminution d'obligations. Ça veut dire, si ça arrive que Megan décide d'augmenter le capital de l'entreprise l'IA, ou bien par contre, il veut vivre une action, obligation, donc il va le faire en quelque sorte pour la première fois. Et ceci, c'est sur le marché primaire. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est correct? Il n'y a pas de questions. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de poser des questions, soit écrit dans le chat là, ou bien on ouvre le micro, vous posez des questions. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? I'm OK? Est-ce que c'est bon? Mais pour qui ça me paraît de réagir comme ça même? Dans tout bien téléphone, même. Est-ce que c'est qu'on aime par contre pour demander vos téléphones là? Parce que quand je dis est-ce que c'est bon, il faut nous réagir. Donc, c'est pas fait quoi avec tête, on va faire quoi avec, il faut que nous réagissions. Si ça arrive que nous pas connecter, nous pas réagir, c'est comme si nous pas fait quoi. Et ça va pas m'intéresser, nous, si ça arrive que nous pas connecter avec. Donc, pas de quoi sans nous. Parce que même si ton pasteur nous a prêché, mais il faut nous dire Amen. Bon, allez voir un peu au pasteur. OK? Et fait différence entre marché primaire et secondaire là. OK?
Ouais, en fait, nous sommes dit que marché primaire là, c'est espace qui permet que transaction faite pour une première fois. J'aime te dire, sous point ou action. Sous point ou action et régime. Ce qui a posé la question, c'est régime ou régime. Modélus. OK? Si ça arrive que on prend une action. Ou achetons action en entreprise que nous. Mais action qu'on achète ou acheter même directement comme entreprise. OK? Ça, transaction faite pour la première fois. Donc, dans le cas ça, c'est que vous considérez ça fait sur le marché primaire. Mais quand il y a ces actions, ça qu'on dégaine après combien de mois? Après combien de mois, par exemple? Et pour décider pas associer entreprise ça encore, décider de prendre action avec Agenor, automatiquement, qu'on a transaction qu'on fait avec Agenor, pas fait sur le marché primaire, mais fait sur le marché secondaire. Primaire, c'est lorsque le titre a été échangé pour une première fois, mais secondaire, c'est le lieu où l'échange a été fait pour une énième fois. Pour ça, me dit énième fois, c'est ça qui arrive qu'il fait en deuxième, ou troisième, ou quatrième fois, on dit énième. OK? Depuis le refait, quelle que soit la quantité de fois le fait là, il fait sur le marché secondaire. Mais depuis une première fois, titre là échangé, il échangé sur le marché primaire. Est-ce que c'est bon? Régine, est-ce que c'est bon? Ok, j'ai compris. Ok, super. Oui, c'est avec pistache. Nous avons ce que nous avons fait. Ah, ouais, c'est bien. Oui, c'est ce que nous avons fait. Il faut le mieux même bas. Et en plus, c'est que, si je prends un exemple pour qu'on facilite de comprendre, imaginons que des hommes qui, lui-même, qui étaient pour de paix qui a acheté un produit dans mon magasin qui fait produit à Port-au-Prince. OK? Qui fait produit à Port-au-Prince. On t'a dit Accra, par exemple. Accra qui fait tissu. OK? Parce que, et puis, il a acheté tissu, il a acheté toile là, nommé Accra. Et puis, il vient pour le paix avec. Donc, on y a Kerlin, Fénelon, tout le monde vient acheter le nom. Donc, transaction qui fait entre des hommes et Kerlin, Fénelon, là, il fait sur le marché secondaire. Mais transaction qui fait entre Accra et des hommes, là, il fait sur le marché primaire. C'est même j'avais un titre financier. Même il y a une action. Parce que action quand passe de main en main, les transférables, les négociables. Donc, nous avons une action d'entreprise, nous venons avec l'autre. Donc, si je directement dans l'entreprise pour la première fois, là, c'est primaire. Si je venons avec l'autre monde, ça le fait sur le marché secondaire. OK, c'est bon? Même j'en sais quelqu'un qui va venir à Fénelon va venir avec Mazar, etc. Tout ça, c'est sur le marché secondaire. OK, c'est bon? J'espère que nous plus ou moins comprendre. Maintenant, typologie de marché financier, extrêmement important. Il existe deux grandes catégories de marchés financiers. D'abord, il y a les marchés de capitaux, il y a les marchés monétaires. OK? Marché capitaux, marché monétaire. OK? Qui ça différencie les deux? D'abord, marché capitaux à lui-même, c'est espace d'échange type qui a une durée long et moyen terme. Ça veut dire que ça. Qu'est-ce que ça veut dire un type qui a une durée moyen et long terme? Qu'est-ce que ça durée un type? Durée type là, c'est dans le temps que titre là a privé à l'échéance. Par exemple,
m'achète obligation dans main Kerlin pour 1 an. Ça veut dire la obligation ça, durée c'est 1 an. Ça veut dire chaque mois paye intérêt, mais automatiquement arrivé 1 an, obligation arrivée à terme, va gagner intérêt qu'on va payer encore, qu'on va rembourser tout comme confirmé. Mais il faut faire un match financier avant. Par exemple, il dit que quelqu'un a passé un montant de 500 000 gouttes, ouais, au taux d'intérêt de 10% l'an pour 5 ans. Ça veut dire la durée du placement est 5 ans. Donc, 5 ans, c'est la date d'échéance du placement. C'est la même chose. Donc, la durée ou encore la période correspond à c'est ce qu'on appelle la date de la maturité ou encore à l'échéance de ce titre financier. Donc, sous marché capitaux, il y a échangé seulement titres qui ont une durée moyenne et long terme. Ça veut dire c'est des durées qui est totalement supérieures à 1 an. Par exemple, Maza a placé 50 000 gouttes dans une banque pour 3 ans. C'est sur le marché des capitaux parce que le titre a une durée supérieure à 1 an. OK? Fénelon a acheté une action dans l'entreprise, je ne sais pas, des hommes, donc de 25 000 gouttes. Ça, c'est en sous au marché des capitaux. Pourquoi marché des capitaux? Parce que une action, c'est un titre de long terme. Donc, une action n'a pas d'échéance. Ça veut dire que ça? Si ça arrive que Fénelon achète une action par contre date la privée à l'échéance. Je ne peux pas dire m'acheter une action pour 2 ans, pour 3 ans. Ça va faire. Parce que l'action, c'est une participation au capital de l'entreprise. Donc, je suis un propriétaire, je fais un investissement dans l'entreprise. Donc, mon investissement n'a pas de date de fin. C'est pour cela qu'on considère une action comme un titre catégoriquement de long terme qui n'a pas d'échéance. Est-ce que c'est bon? Mais cependant, si c'est une obligation a une date d'échéance parce qu'on va dire l'obligation c'est pour 2 ans, c'est pour 3 ans parce que le bac a fait, on a payé intérêt, bah oui, guys. Donc, il faut qu'on date pour que tu payes intérêt. Mais si ça arrive et que c'est investi dans l'entreprise ou et qu'il y a pas venir dire ça que depuis date ça arrive, il n'y a pas comme dans l'entreprise encore. Ça va fait parce que son propriétaire tout. Si on dit un bon matin, on décide dimanche, on parle comme dans l'entreprise encore, on paye tout à fort. Non, ça c'est simulé. OK? Donc, une action en soi n'a pas de date d'échéance. Ou nous comptons, OK? Donc, une action n'a pas de date d'échéance. Mais une obligation qui sont dettes, même qui ont date d'échéance, parce que la fois, il y a payé intérêt. Mais si mon action, tout le temps vous a existé, donc, moi, comme moi la donne. Parce que, est-ce que c'est compris? Donc, tout titre qui vient en durée supérieure à 1 an, donc les salles échanger sur le marché capitaux. Donc, marché capitaux, c'est titre qui permettent que c'est lieu qui permettent de échanger des titres ou encore faire des transactions financières qui arrivent à maturité, non durée qui longue. OK? Là, c'est ce qu'on appelle marché des capitaux. Maintenant, pour les marchés monétaires, qui est deuxième marché financier, c'est que sur ce marché de préférence, on échange des titres de court et de très court terme. C'est écrit ici. C'est quel type d'échange sur le marché seulement? C'est titre de créance, qui veut dire que ça, c'est uniquement des obligations. Le nom indique, par exemple, obligation, ça veut dire quelle que soit la situation, je suis supposé rembourser. Ça fait une obligation. J'ai une obligation envers quelqu'un. Ça veut dire, je dois faire ça quand même. Je dois. Ça, c'est une obligation que j'ai envers quelqu'un.
C'est bon? Donc, sous marché monétaire là lui-même, c'est tout titre qui a arrivé à maturité dans une période qui courte ou bien très courte. Par exemple, nous prêtons 50 000 gouttes pour 2 mois, pour 3 mois, pour 4 mois. Là, c'est sous marché monétaire. Pour 1 an, sous marché monétaire. Pour 12 mois, 10 mois, etc. Je vais rembourser. Là, on est sur le marché monétaire. Parce que le titre va arriver à maturité dans une période plus ou moins courte. Et puisque c'est des titres qui vont durer court terme, c'est uniquement des titres de dette ou encore de créance. Qui ça veut dire, d'expliquer l'action? Hein? Un titre de dette ou encore de créance, ça veut dire son titre qu'on paye intérêt sur. Son compte pour recevoir et on va payer intérêt sur. OK? Donc, tout compte pour recevoir payer intérêt sur lui, il y a ça en créance ou encore une dette. OK? Moun qui fait comptabilité, là, on est pas son qui dans comptabilité, soit comptabilité, je ne sais pas, financière, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Je parlais de créance douteuse. OK? Créance douteuse, ça veut dire là, mon crédit qu'on fournit sur qui est présent, il faut rembourser. OK? Soit le montant pointé, l'achat du produit, il faut rembourser. Donc, de ce fait, c'est la différence existante, et c'est ça la différence entre les deux types de marché, ou encore les deux catégories de marché, marché monétaire et marché des capitaux. Par exemple, ouais, par marché monétaire, en d'autres termes, on désigne l'échange qui s'établit quotidiennement entre offreurs et demandeurs de titres de créance à court terme. La monnaie centrale en tant qu'actif liquide par excellence, ça veut dire, quand on dit monnaie centrale, là, c'est quoi? C'est quelle monnaie? C'est quelle monnaie qui est la monnaie centrale? C'est quelle monnaie là, ici? C'est quelle monnaie? La monnaie centrale, c'est quelle monnaie? C'est quelle monnaie qui est la monnaie centrale, classe? La monnaie centrale, c'est quelle monnaie, classe? Classe, la monnaie, c'est la monnaie fiduciaire. Bravo. Donc, c'est la monnaie émise par la banque centrale. Donc, au niveau du marché monétaire, c'est que la monnaie centrale en tant qu'actif par excellence est au centre de ce marché. Il fait l'objet d'un échange quotidien intéressant, particulièrement les intermédiaires financiers. Dans ce cas, c'est que au niveau de ce marché, on échange surtout de la monnaie fiduciaire. Donc, la monnaie fiduciaire est au centre de ces transactions parce que c'est des échanges de court terme, de très, très court terme, de court terme. De ce fait, c'est la monnaie fiduciaire qu'on échange sur ce marché. Relativement au marché des capitaux, on échange des actions, des obligations. Donc, en quelque sorte. On continue. Quels sont les différents intervenants sur ce marché? Donc, sur ce marché, il y a 3 catégories d'intervenants. Ça veut dire c'est les acteurs qui interviennent sur le marché monétaire. Donc, là, on est dans le marché monétaire. Et n'oubliez pas que le marché monétaire, c'est le marché de court terme, de très court terme. Et sur le marché, ça, ils échangent seulement titres de dette ou encore de crédit. Ça veut dire c'est l'argent que vous avez prêté et il y a un intérêt sur. Et seulement ça fait sur le marché monétaire. Mais si ça arrive que sur une action, nous pas dans le marché monétaire du tout, nous dans le marché des capitaux parce que actions sont titres de long terme. OK? Donc, sur le marché, et capitaux a tout échangé titres de dette, mais il faut que durée son durée qui est longue. Par exemple, on compte propriété pour 5 ans, pour 10 ans, pour 30 ans. OK? Par exemple, vous pouvez encore pour financer un caille ou acheter pour 25 ans. OK? Ça, c'est une obligation, certes, mais cependant, c'est sur le marché des capitaux, donc son titre de dette, mais c'est sur le marché des capitaux. Par exemple, pour acheter une machine, on peut une machine
Donc, dans 25 ans, dans 5 ans, par exemple, 100 000 gouttes, 100 millions de gouttes pour payer. Donc, ça, c'est toujours marché des capitaux. Mais marché monétaire là, il faut que Dieu y a pas long. Oui, c'est l'argent qu'on prête, mais il faut que Dieu y a pas long. OK? On regarde qu'est-ce qui intervient généralement dans quatre transactions, ça. D'abord, nous avons les organismes qui sont structurellement excédentaires. Ça veut dire que ça, c'est des institutions même qui toujours ont l'argent disponible pour prêter. Des institutions encore des organismes excédentaires. Ça veut dire, avant c'est les agents à capacité de financement. Par exemple, si on prend les sociétés d'assurance sont toujours excédentaires. Ça veut dire toujours de l'argent à prêter. Quand on a de l'argent, qu'est-ce qu'il a dit? Qui côté les sociétés d'assurance ont de l'argent pour prêter? Qu'est-ce qui a une idée de ça? Qui côté les sociétés d'assurance ont de l'argent pour prêter? Kerlin Wood, Mazar, Megan. Dis-moi non. Agenor. Qui côté une société d'assurance joigne l'argent pour prêter nous? D'après vous? Par exemple, un copain de payer un qui est populaire, c'est comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Ah, mon compagnie d'assurance que vous connaissez à Port-de-Paix. Arsa, je crois. Quelque chose comme ça. Non? Pas ça? Les assurances Arsa m'a fait publicité. Hein? OK? Si nous prenons ces assurances, qui côté le jeune l'argent pour prêter? Si ça arrive que une entreprise qui devient 100 millions de dollars, mais à ça, peut-être 100 millions de dollars. Peut-être à ça, jeune comme ça. Non, pas dans BRH. Qui ça, mon assurance fait? Qui voit l'assurance? On société d'assurance. Oui, oui. Ni là, est-ce que c'est Mazar? Je ne sais pas. Oui, oui. Mais on allait, dis-nous non. Oui, professeur. Mm-hmm. Oui, mon yo jeune l'argent pour prêter mon assurance, les jeune l'argent pour prêter mon les on comme sous comme travail mon yo prend 2% ou bien les mon envie de déposer comme pour assurance là. T'es capable de dire? Ah, super, super, c'est exactement ça. On appelle ça en assurance, on appelle ça prime. On appelle ça la prime d'assurance. Prime d'assurance, c'est qui ça? C'est comme qu'on paye pour assurer, qu'on paye chaque mois. Par exemple, si on prend assurance, et, par exemple, accident maladie, accident au travail, on appelle ça invalidité. OK? On dit que pour mal dans ça, pour assurance, invalidité, côté que je paye 500 gouttes chaque mois. Donc, on appelle ça, ce que je paie, s'appelle prime d'assurance. Si ça arrive que je viens tomber malade, je ne pas qu'à le travail, je laisse ça me tomber en invalidité. Invalidité, ça veut dire que je ne suis pas actif, je ne pas qu'à le travail. Puisque je une assurance, assurance tant qu'à couvrir pour le bon moins un salaire qui est équivalent à 80% de compte que je travaille là pendant une période de temps déterminée. Il est capable. Il doit 6 mois, jusqu'à 6 mois, jusqu'à 8 mois. Pour me reprendre moi. Et automatiquement, que je retourne au travail, je vais continuer ma prestation ça encore. OK? Là, aussi, 500 gouttes de chaque mois. Ça le fait là pour nous. Les prêter des organismes ou encore prêter des entreprises qui ont besoin de l'argent prêté. Et qu'on a,
entreprise ça y a gagné pour rembourser avec un intérêt. Et c'est pour cela qu'ils considèrent les assurances comme des organismes excédentaires parce que il y a toujours bien l'argent parce que prime d'assurance que recevoir donc ils permettent que constituer un fonds ça ils prêter l'autre monde pour capable faire des profits sur lui. OK? Ça c'est une catégorie d'argent qui est venue. Mais aussi, nous avons les organismes qui sont structurellement déficitaires. Ça veut dire que c'est des agents économiques qui sont beaucoup plus dans le besoin de fonds qu'ils gagnent pour prêter. Par exemple, dont les besoins en liquidité sont constants et s'expriment par le fait que les crédits qu'ils distribuent sont supérieurs aux dépôts qu'ils collectent. C'est le cas de l'ensemble des banques de dépôt considérées globalement. Pourquoi? Parce que les banques de dépôt, son rôle, c'est de octroyer le crédit et généralement plus crédit par rapport avec ça reçu. Donc, c'est des entités qui sont toujours dans la nécessité de fonds. Et généralement, nous avons un cas de quoi avant. Donc, souvent, banque ça a fait prêt à la banque centrale pour capable financer l'opération. Il n'y a pas de moyens. Il fait recours à la banque centrale, donc ça a prêté, il va continuer à prêter notre. Donc, nous avons des assurances comme agent excédentaire et nous avons banques généralement comme agent déficitaire. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les intervenants qui vont au marché tantôt pour emprunter, tantôt pour prêter. Ça veut dire que ça, c'est comme nous, comme individus. Donc, nous n'avons pas une situation précise comme agent déficitaire ou encore excédentaire, mais tantôt, nous pas gagner, nous besoin. Tantôt, nous gagnons, nous besoin prêter. Par exemple, moi, ça, Kerline touche 50 000 gouttes, il dépense 40 000 gouttes, donc il a un excédent, ça le fait. Là, il place le nom banque. Là, ce mois-ci, il a un argent excédentaire. Et puis, moi, quand je viens, poum, je n'ai pas un projet, il y a un petit ménage dans la vie où il faut faire pour lui. Donc, on a un petit câble à toucher, pas permettre que avec tout besoin, parce que fait coûter 15 000 gouttes. Donc, autre que dépense 40 000 gouttes de gain, qu'on a une bon, on fait que la fait pour ménage là pour 15 000 gouttes. Donc, si la fait pour 15 000 gouttes, donc si on prend 15 000 gouttes plus 40 000 gouttes, ça va combien encore? 55 000 gouttes. Donc, on a, et ça reste 50 000 gouttes. Donc, les besoins 5 000 gouttes en plus. Et ça l'oblige qu'on a allé dans la même banque, ça a été placé autrefois pour la prêter qu'on a. Donc, tantôt l'excédentaire, tantôt que le déficitaire. C'est généralement l'agent qui intervient sur le marché, sans oublier la Banque centrale comme régulateur de ce marché. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon, mes amis? Vous pouvez avancer, c'est bon? C'est bon. Oui, merci, Mazar. Et puis, c'est bon un petit plus là pour dire c'est bon, c'est pas capable. OK. Et yes. Si vous avez une question par rapport à l'écrit dans le chat. Excuse-moi. Maintenant, quels sont les instruments échangés sur ce marché qu'on appelle le marché monétaire? C'est le marché à court terme. Qui ça a échangé généralement sur le marché, ça, qui ça a vendu comme titre, comme transaction financière qu'il fait? Donc, il y a 3 catégories de titres qui fait sur le marché. D'abord, il y a les certificats de dépôt. Certificat de dépôt, c'est surtout dans le cadre d'un agent économique qui dépose un montant dans une banque, qui font placement financier dans une banque. On appelle ça les certificats de dépôt. Donc, Mazar place 50 000 gouttes dans une banque. Donc, il me balle un certificat de dépôt. Ouais, ce sont des titres de créance émis par les banques et souscrits par les entreprises ou autres organismes. Mais généralement, qui est-ce qui fait transaction avec banque? C'est plus entreprise et puis notre organisme. Par exemple, quelle entreprise a fait un profit de 50 000 gouttes, donc il décide de déposer sur un compte à terme dans une banque.
Donc, il recevra un certificat de dépôt de Kobli. OK? Pour un montant, pour un taux d'intérêt bien déterminé, soit 2 ans, 3 ans, pour soit 2 ans comme durée, mais un taux d'intérêt de 10%, de 15%, je ne sais pas. Il y a aussi les billets de trésorerie, ça va faire avec nous dans le match financier. Un billet de trésorerie, généralement, qui est-ce qui émet? C'est une entreprise qui a besoin d'argent pour financer l'opération de la joindre, et puis il décide d'émettre à Génor un billet de trésorerie de 100 000 gouttes. Ça veut dire qui ça? C'est que billet ça, bail droit avec Agénor pour récupérer 100 000 gouttes liées plus intérêt à la durée du placement. OK? Mais quand il y a un billet de trésorerie, c'est des billets négociables. Ça veut dire, si Agénor n'a pas attendre 6 mois, il veut pour 6 mois, il a décidé d'aller vendre à Kerlin. Il laisse aller négocier billet. OK, s'il négocie billet, donc comme c'était de l'intérêt de 10%, donc comme Agénor n'a pas attendre, qu'elle a versé Agénor 100 000 gouttes là, mais la payer avec contre d'intérêt qui est plus faible que l'intérêt que l'entreprise a été baillée là. Ça nous fait un match financier qu'on appelle escompte. OK? Donc, par exemple, c'était 10%, qu'elle prend à 6%. Donc, qu'elle a gagné pour le payer à Agénor 100 000 gouttes plus 6% d'intérêt. Donc, lorsque il y a arrivé à maturité ou encore à l'échéance, qui est-ce qui a pour toucher 100 000 gouttes la plus 10% intérêt? Ce n'est pas Agénor, mais c'est Kerlin parce que c'est le mettre billet à Kounia. OK? Et ça que les escomptes que vous faites avoir dans le match financier pour chercher durée avant, durée après, etc. Tout l'intérêt, tel bagage, tel intérêt. Donc, c'est ça. OK, c'est bon? Ça, c'est la deuxième transaction qu'il fait. Donc, il y a certificat de dépôt à fait, il y a billet de trésorerie qui fait. Et en plus de ça, tout, il y a ce qu'on appelle les bons du trésor qui est échangé sur le marché. Ça. OK? Bon du trésor à lui-même, c'est qui ça? C'est pas ni moi-même, ni moi-même, ni entreprise, mais c'est plutôt c'est l'État qui n'a pas assez moyens pour financer, c'est-à-dire action, faire investissement dans le pays, et puis décider de dire, la prêter l'argent dans l'autre monde ou bien dans l'autre organisme. Ça, on appelle ça le bon du trésor. OK? L'État décide de prêter à partir de 100 000 gouttes dans le même monde qui est comme dans le pays pour être capable de faire plus gouttes, plus quoi dans le pays. Et à la fin de la durée, l'État vient pour rembourser au bois plus intérêt. On appelle ça bon du trésor. Okay? Par exemple, en Haïti, il y a le bon du trésor qui commence à partir de 25 000 gouttes. Par contre, on est comme un lieu qu'on a, mais autrefois, nous avons des obligations BRH. Tout ça rentre dans le cadre de bon du trésor parce que l'obligation BRH c'est surtout dans le cadre de financer les déficits d'État. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est correct? On fait un petit café tout, guys. Et c'est bon? C'est correct? Voilà une petite explication. C'est correct pour les titres échangés sur le marché monétaire. Et puis, s'il vous plaît, je vous prie en grâce que nous retendez couillou encore. C'est extrêmement important pour nous. Retendez encore les petits temps, montez sur le retendez. Ça est extrêmement bon pour nous. Et nous avons besoin pour toutes les unis. On continue. Maintenant, les composantes du marché monétaire. Du marché monétaire, c'est parce que tu échanges uniquement des titres de dette de court terme, de très court terme. Mais marché, ça, même à l'intérieur, il y a plusieurs petits marchés. C'est comme si, oui, ces marchés échangent généralement tout type
qui était sur les dettes, qui n'a duré qui pas long. Mais en de marché, ça, il y a deux groupes qui font transactions entre eux seulement. Ou bien il y a des titres qui échangent seulement dans telle façon. Et ça, il vient dire qu'il y a d'autres marchés qui sont dans le marché monétaire, là, ce qu'on appelle les composants du marché monétaire. À savoir, d'abord, nous avons le premier marché, excuse-moi, c'est le marché interbancaire. Quand on parle de marché interbancaire, là, vous voyez inter qui veut dire entre, et puis bancaire que vous voyez, c'est la banque. De façon très claire, c'est que le marché interbancaire, c'est l'espace où les banques font des transactions entre eux, uniquement entre eux. Ce qu'on appelle le marché interbancaire. Par exemple, le marché interbancaire en Haïti permet aux banques de faire des transactions entre eux. Et les banques sont les banques, Capital Bank, BUH, etc. et la Banque centrale. Ça, c'est le marché interbancaire. Est-ce que c'est compris? OK? Là, on est surtout dans le marché interbancaire en quelque de plus, c'est que le marché interbancaire est un marché réservé aux banques, comme je vous l'ai dit, si vous voyez dans mon écran. Elles s'échangent entre eux des actifs financiers de court terme, comme je l'ai dit, parce qu'on est dans le marché globalement monétaire. Donc, les transactions, c'est des transactions de court terme. Entre un an, ouais, un jour, un an, par exemple, il dit qu'à des 100 000 gouttes dans mes sociétés banques pour un an ou 2 jours. La même chose. C'est presque la même chose, et en quelque sorte. C'est un marché de gré à gré. Pourquoi on dit gré à gré? Ça veut dire que c'est un marché de 1 à 1. Il n'y a pas besoin d'un intermédiaire dans le cas d'échange là. Donc, uniquement capoté dans mes sociétés banques, ça ne va pas passer par l'autre. Donc, c'est gré à gré. Gré à gré veut dire 1 à 1. On n'a pas besoin d'intermédiaire, on n'a pas besoin d'avoir plusieurs acteurs, etc. Donc, 1 à 1, ça veut dire gré à gré. Cela signifie que les banques traitent et négocient librement entre elles. Ça veut dire librement, il n'y a pas nécessairement d'avoir une présence de banque centrale, etc., de la banque nationale. Donc, banque centrale d'Haïti. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir une banque centrale ou encore d'autres acteurs au sein de ce marché. Donc, les banques sont libres d'échanger entre elles en quelque sorte. Donc, le marché interbancaire regroupe les acteurs financiers et les banques centrales. Vous voyez ici, c'est qu'au sein de ce système, il n'y a que les acteurs financiers et la banque centrale, comme je viens de le dire. Pour cela, on dit interbancaire, entre banques en quelque sorte. La banque centrale, pourquoi il est nécessaire à la banque centrale d'intervenir de ce marché? Parce que je veux le dire, c'est que oui, les banques sont libres d'échanger entre elles, mais la banque centrale intervient aussi parce que la banque centrale, c'est une banque, comme on dit. Et de ce fait, la banque centrale intervient pour plusieurs raisons. Regardez, c'est extrêmement important. Que sa banque centrale obligée d'intervenir sur le marché, ça coûte que les banques peuvent changer entre eux. D'abord, la banque centrale intervient pour fournir des liquidités sous forme d'achat sur appel d'offres. Ça veut dire quoi? Si la Unibank nécessite de fonds pour prêter à ses clients, automatiquement, la Banque centrale devrait intervenir pour prêter une somme d'argent à la Unibank. Donc, on appelle ça, c'est la Banque centrale fournit un peu de liquidité à la Unibank. Donc, le système bancaire n'a pas assez de fonds, il faut financer le système bancaire. Parce que le système bancaire constitue le système qui finance en partie l'économie nationale. Donc, si on souhaite avoir plus de richesses créées au sein du système,
il faut qu'il y ait aussi plus de liquidité. Et qui est responsable de fournir au système de liquidité? Généralement, c'est la banque centrale. Donc, la banque centrale, en tant que telle, intervient pour fournir un petit peu de liquidité aux autres banques qu'on appelle les banques du second rang ou encore les banques périphériques en quelque sorte. C'est la première raison d'intervention de la Banque centrale sur le marché interbancaire. Est-ce que c'est clair? Deuxième raison, c'est que la Banque centrale intervient parfois pour éponger des liquidités. Pourquoi? Parce que la Banque centrale en tant que telle, nous avons vu ça, c'est que la Banque centrale est l'acteur qui assure le bon fonctionnement du système bancaire et monétaire. Donc, s'il y a trop de liquidités qui circulent au sein du système, dans ce cas-ci, la Banque centrale devrait intervenir pour retirer un peu de liquidité sur le marché, ça veut dire pour éponger un peu de liquidité, pour éviter qu'il n'y a pas de surchauffe, il n'y a pas de trop de liquidité qui circule et qui va provoquer ça ou l'inflation dans l'économie. Donc, il intervenir parfois si on manque de liquidité, il intervenir tout si ça arrive qu'il y a trop. J'en théorie, en non économique, il y a trop l'argent qui circule, qui va provoquer en quelque sorte un peu d'inflation parce que les acteurs, les agents économiques auront trop de liquidité et trop de liquidité veut dire c'est trop de pression sur l'offre des biens et des services qui a provoqué en quelque sorte d'inflation, comme vous avez appris en microéconomie. Si la demande augmente et l'offre reste constante, donc ça va provoquer catégoriquement une inflation en quelque sorte. Donc, dans ce cas-ci, la Banque centrale devrait intervenir pour éviter tout ça. Troisième raison, c'est que la Banque centrale, en tant qu'institution mère de ce système, devrait intervenir pour favoriser une orientation des taux du marché conforme à ses objectifs. Prenons chaque année l'objectif du gouvernement lui changer. Ça veut dire l'objectif de cette année n'est pas l'objectif de l'année, ce ne sera pas l'objectif de l'année prochaine ou encore de l'année future. Dans ce cas-ci, généralement, la Banque centrale intervient pour orienter le taux d'intérêt par rapport à l'objectif du gouvernement en place. Prenons, par exemple, Jovenel te dit c'est terre, soleil là, et puis terre, soleil là, et puis mounio. Donc, dans tel Jovenel, c'est que l'objectif, c'était l'agriculture. Si l'objectif, c'était l'agriculture, de ce fait, les décisions de la Banque centrale ne devraient pas être contraires par rapport aux objectifs du gouvernement de Jovenel Moïse. Dans ce cas-ci, donc la Banque centrale devrait intervenir sur ce marché pour orienter le taux d'intérêt vers le secteur agricole. Ça veut dire que ça, il pourra le faire à ce que tout taux d'intérêt qu'a pratiqué sous des crédits qu'a bail au secteur agricole, que ce soit achat d'engrais, achat de machines agricoles, achat de terrain ou encore location de terrain, achat de construction, achat de matériel pour la construction des barrages ou bien autres, automatiquement, il va le faire à ce que l'intérêt soit beaucoup plus faible par rapport à tout le temps qu'a pratiqué pour l'autre secteur d'activité, dans la question commerce, etc. Donc, pour qui ça? Donc là, on oriente le taux d'intérêt par rapport à l'objectif du gouvernement ou encore de la Banque centrale pour encourager le secteur en question. Et vous allez voir avec moi dans le chapitre qui suit que il y a ce qu'on appelle les instruments directs de la politique monétaire de la Banque centrale. Et l'un des instruments, on appelle ça l'encadrement, la sélectivité du crédit et l'encadrement du crédit. La sélectivité du crédit, là, on essaie d'orienter le crédit vers certains secteurs ou encore vers certains entrepreneurs qu'on considère comme privilégiés par rapport à l'objectif qui
ont été fixés par les autorités monétaires. OK? Et la dernière raison expliquant l'intervention de la Banque centrale sur ce marché, qu'on appelle le marché entre banques, c'est pour effectuer des opérations ponctuelles, soit d'injection encore de ponctions de liquidité sur le marché, comme je viens de préciser, ça veut dire qu'il est capable d'intervenir de façon ponctuelle pour éponger un peu de liquidité ou pour faire des injections. Injection, ça veut dire c'est fait à ce qu'on injecte, on faire circuler plus de monnaie en circulation par rapport à la situation, par exemple, en matière de dépréciation de la goutte. Donc, ça fait goutte la déprécier, c'est parce que par exemple, assez de dollars qui circuler. Voilà ce qu'on va faire. Donc, je vais injecter une quantité de dollars dans l'économie afin de faire apprécier la goutte par rapport au dollar. Mais ça arrive que tout, bon, voilà ce qu'on va faire, le taux d'intérêt est trop, le taux de change est trop faible, etc. Donc, il faut déprécier un peu de la monnaie là. On va faire une ponction de liquidité en quelque sorte. Donc là, c'est un petit peu la raison d'être maintenant de l'intervention de la Banque centrale sur ce marché qu'on appelle le marché interbancaire. Est-ce que jusqu'à présent, c'est clair? Est-ce que jusqu'à présent, c'est clair? Parce que nous disons pile là, peut-être, je ne sais pas si vous avez tout compris ou pas. Dis-moi, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Mégane, pourquoi tu as laissé? Hein? Tu ne peux pas laisser comme ça. Ce n'est pas possible. OK, on continue. OK? Ça, on parle du marché interbancaire. Deuxième marché qui gagne sur le marché monétaire, là, on appelle, c'est le marché des titres de créances négociables. À titre de créances négociables, il y a deux concepts qui composent, bon, en fait, qui composent ensemble de concepts. C'est que il y a créance, il y a négociable. Créance, c'est que là, on est plus dans un contexte où il y a un emprunteur et un prêteur. Vous avez les créances, ça veut dire qu'il y a un prêteur et un emprunteur et contrôle d'intérêt. Et le mot négociable qui traduit lui-même des possibilités pour que prix à l'échanger et le passer de un autre mot. Sous marché, ça veut dire que ça fait, c'est qu'on échange surtout les titres négociables, mais qui sont des trucs de prix. Ça veut dire qu'on va vendre avec un autre monde, mais tout ce qui est un intérêt qui va sur. Le marché des trucs de prix, c'est relativement au marché interbancaire, c'est que assure la rencontre entre les entreprises financières et les non financières pour échanger des traits de créances négociables. Par exemple, comme les billets de trésorerie, comme les certificats de dépôt, surtout. Donc, c'est surtout ça. Donc, c'est ensemble de ça qui est échangé sur le marché, ça qu'on appelle le marché des titres de créances négociables. Est-ce que c'est bon? Et puis, j'espère que vous avez fini tout ça là, bon. OK. Et troisième marché qui compose le marché, qui compose le marché monétaire là, c'est le marché d'échange. Extrêmement important. Donc, sous ta dormi, levé parce que c'est extrêmement important. Par exemple, tu as dormi? Hein? Quel est nous pas dormi? Ok. J'aime qu'on a génosé, les bâtons de quel est dormi?
Ok. Agina soit abdomen levé. Maza, ou abdomen? Ou 10 méganes et dégager pour faire téléphone dans marché. Et c'est extrêmement important celui-ci. Le marché d'échange. Qu'est-ce que ça veut dire, marché d'échange? Le marché d'échange, c'est pas d'échange, mais c'est marché d'échange. OK? C'est comme ça, c'est d'échange, c'est pas d'échange. D'échange, là, vous allez voir conversion. Échange, ouais, ça relève, c'est-à-dire commerce. OK? Ça relève trade là en anglais. Oui, c'est-à-dire échanger quelque chose, c'est buy une pour l'autre. Là, on a dans le commerce. Mais change, c'est plus dans l'aspect conversion. OK? Faut équivalence. Regardez ici, quand on parle du marché d'échange, c'est le marché qui favorise la conversion d'une monnaie par rapport à une autre. Par exemple, j'ai du dollar, j'ai besoin de la goutte, donc il faut convertir le dollar en goutte. Ça, c'est sur un marché qu'on appelle le marché d'échange. Le marché d'échange assure la confrontation entre les offres et les demandes de devises étrangères. Elle détermine le coût de chacune d'entre elles. Ça veut dire quoi? C'est que là, si j'ai sur le marché d'échange haïtien, donc automatiquement, ce marché va me permettre de convertir la goutte en dollars, de la goutte en euros, goutte en pesos, etc. C'est le rôle de ce marché. Les acteurs du marché d'échange sont généralement, c'est les banques qui interviennent sur ce marché commercial. Nous avons les entreprises qui sont engagées dans le commerce international, par exemple, les entreprises qui font de l'importation des biens et des services, et ainsi que les entreprises qui font les exportations de biens et des services. Pourquoi? Si nous prenons une entreprise qui a exporté mango, une entreprise qui achète mango dans un paysan et qui le vend à l'extérieur, il est un acteur sur ce marché. Pourquoi? Parce que cette entreprise va vendre ses mangues sur le marché international. En retour, elle va revenir avec des devises étrangères. Par exemple, c'est sur le marché américain, avec dollars américains. Si ça le fait avec dollars américains, ça peut être capable de continuer à faire transactions dans le pays. Ça veut dire continuer à acheter, c'est-à-dire engrais pour continuer pour mango, etc. Ou bien pour continuer à payer paysans. Il est supposé échanger gouttes et dollars en gouttes. Donc, de ce fait, il est un acteur du marché d'échange parce qu'ils vont échanger ces billets verts en gouttes. Mais aussi, si nous prenons Garni qui sont entreprises commerciales, capables d'acheter des produits à l'étranger pour venir vendre pour de paix, il est aussi un acteur. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc, l'elfine vend produits sur le marché haïtien, les supposés convertir goods en dollars pour le cas acheter produits aux États-Unis. OK? Et elle retourne avec eux, le vend en gouttes et gouttes ça supposé continuer à convertir en dollars pour continuer à acheter à l'extérieur. Donc, dans ce cas, Garni, c'est un importateur, mais la compagnie d'exploitateurs de mangue, eux-mêmes, ils sont exportateurs. Et les deux sont des acteurs du marché d'échange. OK? Et nous avons aussi les institutions financières non bancaires ainsi que les banques centrales, parce que la banque centrale, c'est vraiment le plus grand acteur de ce marché parce que c'est lui qui supposé fournir les liquidités aux autres banques en quelque sorte pour faire transaction. Et c'est aussi les comme l'avenir, il peut le conseiller réserve en banque centrale et banque centrale a mettre équivalent dehors. Est-ce que c'est bon? On nous gagne.
Est-ce que c'est bon? Je peux avancer jusqu'ici? Est-ce que je peux avancer? Ok, Wodim, maintenant, il n'y a pas de problème. Tu peux avancer sans t'inquiéter. Ok, voilà. Comme on dit que marché d'échange, c'est espace de conversion, maintenant qu'on y a conversion, pour nous connaître quelle est la valeur du monnaie par rapport à une autre, il y a un élément qu'on utilise qu'on appelle le taux de change. C'est quoi le taux d'échange? Le taux d'échange, c'est le taux de change, c'est le taux ou encore c'est la valeur d'une devise par rapport à une autre. Par exemple, dans le cas d'Haïti, aujourd'hui, il nous faut plus de 130 gouttes pour acheter $1 américain. On appelle ça le taux de change. Celui exprime la valeur de la goutte par rapport au dollar américain ou encore la valeur du dollar par rapport à la goutte. C'est le taux. Le taux, c'est le prix. C'est la valeur. OK? Donc, il me faut une somme et dans ce cas-ci, c'est que on est dans un marché où il y a un prix. Le prix, c'est le taux de change. Donc, ça veut dire $1, c'est 135 gouttes. C'est la valeur du dollar par rapport à la goutte. OK? Et si nous avons un compte qui va les gouttes là par rapport à dollar, on va faire 1 divisé par 130. On va voir combien de gouttes m'a besoin, combien de dollars m'a besoin pour m'acheter un grain de goutte. On va faire 1 divisé par 130. On va voir combien que le bail là-bas 1 0.00 et dollars pour acheter un goutte. OK, c'est bon? Kounya, comment vous fixez ça que les taux de change? Par exemple, ça Haïti, nous avons 130 gouttes en moyenne pour $1 américain. OK? Donc, comment le fixer? Est-ce que peut-être c'est Banque centrale qui fixe? Est-ce que c'est peut-être marché à Jamon, il décide déjà, vous voulez, puis il décide de dire, mon cher, bon, 150 gouttes pour ça, bon, 100, OK? Est-ce que c'est comme ça le fait? Pas toujours. Donc, ça dépend de système économique pays, ça dépend de choix gouvernement pays. Regardez, ensemble. Ça ou le régime de change. Un régime de change, c'est manière ou encore ces structures qui mettent en place pour déterminer comment transaction a fait sur le marché. Dans des transactions, on parle de change, c'est conversion d'une monnaie par rapport à une autre. On regarde. Un régime d'échange est l'ensemble des règles qui déterminent l'intervention des autorités monétaires sur le marché d'échange et donc le comportement du taux d'échange. Quand on parle d'autorité monétaire ici, on parle de la Banque centrale. OK? On parle de la Banque centrale automatiquement. Il existe une très grande variété de régimes d'échange qui se distribuent en deux extrêmes. Donc, il y a deux types de change. D'abord, il y a le change, il y a le régime de change fixe, il y a le régime de change flexible ou flottant. Donc, ces changes fixes ou encore ces régimes de change, on peut dire ces régimes de change, ces régimes de change fixes ou encore régime de change flottant. C'est quoi la différence entre les deux? On va regarder. Attends-moi. Ok, c'est bon. Maintenant, d'abord, régime d'échange fixe. Quel est le régime d'échange dans les fixes? Et à partir de ça, on va connaître quel régime d'échange à Haïti lui-même est inscrit en tant que pays. Le régime d'échange fixe suppose la définition d'une parité de référence entre la monnaie d'un pays considéré et une devise.
à laquelle la Banque centrale s'engage à s'échanger sa monnaie, à échanger sa monnaie. Résumé. Ce que vous devez savoir, premier, c'est blablabla. Le taux de change est fixe, ou encore le régime, on peut dire le taux de change, ou encore le régime de change, il n'y a pas de problème là-dessus. Est fixe lorsque le taux de change est fixé par la Banque centrale. Ça veut dire que si le taux de change est 130 $ en Haïti, si ce taux est fixé par la Banque centrale, là, on est dans un régime d'échange fixe. Pourquoi? Parce que c'est la Banque centrale qui fixe le taux. OK? Ouais, est fixé par les autorités monétaires, à savoir la Banque centrale. Si le taux est fixé par la Banque centrale, on est dans un régime fixe. OK? Et si le régime est fixe, lorsqu'il y a une variation au niveau du taux de change, on parle d'évaluation ou encore évaluation monétaire. Qui aime nous parler d'évaluation? Évaluation, c'est lorsque goutte là lui-même par rapport à dollar, il prend valeur. Ça veut dire que besoin moins goutte pour un dollar. Mais ça goutte là, après, il évalue si ça arrive que nous avons des gens qui fixent. Mais si ça arrive que goutte là perd 10 valeurs par rapport avec dollar américain, ça m'a pas d'évaluation de la goutte. Mais il faut que le régime en question soit un régime fixe. On parle d'évaluation encore d'évaluation. Donc, qu'il aime qu'on ait un régime fixe, il faut que moi connaisse est-ce que c'est Banque centrale qui fixe taux qu'a pratiqué sur le marché. Donc, si c'est la Banque centrale qui a fixé le taux, là, clairement, on est dans un régime fixe. Donc, si ça arrive que me font observation, moi, que taux de nationalité 125 gouttes pour un dollar en mai, ce passé et je dis à les 130 gouttes pour un dollar. Les ça, m'a dit qu'il y a une dévaluation de la goutte. Parce que nous besoin plus de gouttes marché, même quantité de dollars. Donc, les ça, goutte la paix 10 valeurs. Mais si c'était 125 gouttes dans le temps, il vient 120 gouttes, là, la situation est inverse. Là, ça m'a parlé de évaluation de la goutte parce que on a besoin moins de gouttes pour marcher, même quantité de dollars. Est-ce que c'est bon? J'espère que c'est clair dans ce cas-ci. Maintenant, deuxième régime, son régime qui est flexible ou flottant. On dit ça la même chose. Flexible ou flottant. Flexible ou flottant, les mêmes, c'est qu'il est capable d'un régime qui est flexible ou flottant. C'est lorsque le taux d'échange pratiqué dans l'économie n'a pas été fixé par la Banque centrale, mais de préférence est déterminé par le marché. Ça veut dire quoi? C'est l'offre et la demande qui déterminent le taux de change sur le marché. Dans ce cas-ci, on est dans un régime flexible ou flottant. Donc, ça veut dire là, il n'y a pas d'intervention de la Banque centrale. Donc, c'est plutôt le marché qui fixe le taux. Donc là, on est dans un marché libre ou encore, on est dans le libre-échange, c'est ce qu'on appelle en économie de marché. Dans ce cas-ci, si le taux est flexible ou flottant, ça veut dire que c'est offre de demande qui détermine le régime. Là, ça, on parle de préférence d'appréciation ou d'évaluation de la monnaie s'il y a une variation au niveau du taux de change. Appréciation, si ça arrive que besoin moins de gouttes pour un dollar américain, ça veut dire que 125 gouttes, il vient 120 gouttes pour un dollar américain dans un régime flottant ou flexible. Donc, moins de gouttes pour un dollar, c'est appréciation. Plus de gouttes qu'on y a pour un dollar, ça,
goud là, il est déprécié par rapport à le dollar américain. Là, on a un régime qui flexible ou flottant, laissons parler de en appréciation ou dépréciation. OK? Donc, là, on a un régime qui est flexible ou flottant, dans ce cas-ci, on peut assister avec un taux de change qui a varié d'une période avec l'autre. Et même parfois, il va varier de une zone avec l'autre. Ou encore, il va varier même de un agent avec l'autre agent. Quand un agent ça va aller avec 130 gouttes, il va aller avec 130 gouttes, puisque on est dans un régime flexible ou flottant. Donc, le taux de change est déterminé par le marché. OK? Donc là, dans ce cas, ce n'est pas la banque centrale qui fixe le taux, mais c'est l'offre et la demande. Ça veut dire, si pendant un moment, il y a plus pour qui besoin de dollars pour l'acheter à l'extérieur que quand il y a de dollars qui entrent dans le pays, ça va assister automatiquement avec une dépréciation de la goutte parce que plus comme que besoin, pas assez, ça peut faire que il y a monté. Quel est le prix? C'est le taux de change. Mais si ça arrive que quand pile gout de la camarade dans le pays, donc pas vraiment d'importation qu'a fait nous quitter le pays avec besoin de la pour l'acheter à l'extérieur pour voyager, les ça va pas assister à une appréciation gout là. Bien sûr, non régime qui est flexible ou flottant. Donc, par rapport à mes explications, Haïti est dans quel régime? Flexible, flexible ou flottant ou bien c'est fixe? Qu'est-ce qu'il y a à dire d'après vous-même? Observation pour dans quel régime Haïti je dis dans quel régime Haïti dans ce cas-ci mes amis. Mettre là Maza pas de signal de charger. OK. Oui, dans quel régime Haïti mon qui tant de mieux par rapport à explication non ça n'a dit dans quel régime de change Haïti flexible ou bien fixe. Flexible. Pour qui ça flexible? Bravo, mais pour qui ça, d'après vous? C'est base. Bravo, c'est flexible ou flottant. Donc, pour qui ça? C'est vraiment ça. Donc, le régime de change haïtien est flexible ou flottant parce que le taux n'est pas fixé par la Banque centrale, mais de préférence est déterminé par le marché. Donc, là, vous mettez un taux de référence, ça veut dire que ce n'est pas la Banque centrale qui fixe le taux, mais la Banque centrale donne un régime, donne un taux en fonction de ce qui a été pratiqué sur le marché à l'avenir. Donc, ce n'est pas la banque centrale qui fixe le taux. Et ça, la preuve en est bien grande, on voit que chaque jour, ça arrive que le taux n'est pas même là. Parce que la situation économique a changé de moment à l'autre. Mais s'il était fixe, il ne peut jamais changer d'un jour à l'autre comme ça. Il t'a prêté le même niveau jusqu'à ce que l'autre décision qui prend. Par exemple, la Chine sont fixes. Par exemple, Haïti, c'est un régime. Il fixe de 1960 à 1990. C'était 5 gouttes pour un dollar. Ça a été un régime qui fixe. Sauf faire recherche auprès de 1990 jusqu'à 1900. De 1960 jusqu'à 1990, le taux est fixe. Bon, moi, je me mettre ça sur l'écran rapidement. C'est possible de le faire. OK? Je vais vous montrer ça ici.
Je vais vous montrer ça ici. Vous allez voir l'évolution du taux de change ici. Sur cette perspective. Je vais vous montrer ça sur mon écran et vous allez voir exactement ce que je viens de dire. C'est plutôt taux de change, taux de change, taux de change. Fertilité, pas besoin de ressources, économie. Taux de change. Je vais vous montrer ça. Tu vois, ici, de 1990, de 1960 jusqu'à 1990, 5 gouttes pour un dollar. Je vais vous montrer dans le graphe, dans le tableau. Regardez ici. Vous regardez l'écran. Voilà, 5 gouttes. 5 gouttes. Et il n'y a aucune variation. 5 gouttes pour un dollar. Jusqu'à 1990. Tu vois ça ici? Comme bail qu'on a zoom pour Kawe. Ça m'a dit. François dit peut-être là pas bon, hein, malheureusement. OK? Pas fini. Bon, on va le finir, c'est juste pour me démontrer nous. Donc là, tu as un taux de change qui était fixe, 5 gouttes pour un dollar. Donc c'est la question dollar haïtien sorti. Pour qui ça? Je parle de dollar haïtien. C'est parce que dans le temps, 5 gouttes est égal à 1 dollar américain. Donc, on a l'orgue 5 gouttes, il est considéré comme un dollar, mais c'est un dollar haïtien. Mais le dollar haïtien n'existe pas dans la réalité. Donc, on parle de 5 gouttes pour un dollar, c'est parce que dans le temps, où tu as besoin seulement 5 gouttes pour un dollar américain. Donc, si tu as 500 gouttes, autrefois, où tu as 100 dollars américains. Donc, on y a, à partir de 1990, je viens d'entrer dans un régime qui fixe. Et depuis les ça, 91, tout de change là, même, il changeait, il devient flexible, il changeait de valeur là, ou après, en 92, 91, il était à 6 gouttes. 2000, en 2000, c'est 2000, il était à 21 gouttes pour un dollar. Ouais, 2010. Là, il y a 39 gouttes après de 40 gouttes pour un dollar américain. Et 2020, nous avons besoin de près de 193 gouttes. Et en 2023, dernier chiffre là, c'est près de 141 gouttes pour un dollar. OK, guys. Donc, c'est un peu de ça. Donc, Samsung Diala, il traduit ici. Graphe ça, les résumés. Donc, je ne sais pas si, avant de continuer l'autre comment faire un petit briefing sur le tableau, ça. Donc, qui résumé catégoriquement, c'est ce qu'on appelle le régime d'échangement qui montre fixe flottant. Donc, si ça arrive que nous avons un régime fixe, comment on est, si ça arrive que nous avons un régime flottant, comment on est. Donc, merci d'avoir été présent. Donc, mon qui pas de cas connecté, qui voulait une connexion, je vous conseille d'aller revivre, encore de resuivre le cours à partir des liens que je vais vous envoyer. Donc, n'hésitez pas de le faire. Resuivre les cours quand vous aurez du temps, bien sûr. Donc, à tête reposée et sans aucun problème. D'accord, merci d'avoir été présent, tout le monde. Merci, Caroline, merci, Régine. Et c'était un plaisir. Et merci à toi, Wood. Merci à tout le monde, Megan. Merci, tout le monde. Et on se voit lundi prochain. Mais ma fonti briefing sur chapitre ça avant même de commencer parce que il y a des gens pas vraiment de capacité pour que, pas vraiment de possibilité pour te suivre.
Merci à vous. Je vous aime beaucoup. Merci de vos efforts. Je sais très bien que c'est pas si facile, hein, parce qu'avec l'Internet en Haïti au rabais, donc c'est difficile de suivre le cours. Mais vous faites toujours un peu d'effort pour connecter. C'est super bien, j'apprécie. Et sinon, je vous dis bye bye. À lundi prochain, même heure. Et puis, même lien, même professeur, et quelque chose. D'accord? Portez-vous bien. On se voit.